Bonjour les amis. Ce qui est bien avec Macron et Castaner, que nous surnommons Choupinet et Rantanplan, c'est qu'on les voit venir de loin et qu'on les entend avec leurs gros sabots. Je vous avais décrit dans une vidéo il y a quelques jours exactement les événements qui allaient se produire ce 1er décembre sur les Champs-Élysées et dans quelques endroits de France. Chapitre 1. Les Français pressurés de taxes et d'impôts pour payer une classe politique pléthorique et parasitaire, pour payer les copains et les coquins à des tarifs souvent avec 5 chiffres avant la virgule, pour payer des associations dont l'utilité publique n'est pas toujours démontrée, et pour payer le prix exorbitant de l'immigration, sont pressurés de taxes et d'impôts. Ces taxes se retrouvent fréquemment dans le prix du litre d'essence qui sert à payer l'ensemble de ces activités souvent parasitaires. Chapitre 2. Il faut mettre en musique le fameux COP21 que nous devons à Hollande, à Fabius et à Ségolène Royal, les mêmes qui aujourd'hui se répandent, y compris sur les barrages, pour dire que la taxe carbone, c'est peut-être pas si bien que ça, sauf que c'est eux qui l'ont fait. Il faut sauver la planète. Les idéologues écolos nous disent donc qu'il faut radicalement changer notre mode de vie et que la voiture pour tous, c'est terminé. Et tant pis pour les plus pauvres, on va multiplier par 2 le prix du litre d'essence et ça sera une sélection. Les plus pauvres, ils n'auront qu'à faire du covoiturage et utiliser leur voiture électrique. Donc on va les matraquer fiscalement encore davantage. Chapitre 3. Un mouvement totalement imprévu, les Gilets jaunes se mettent en place autour de la protestation contre les augmentations des taxes pour l'essence. Elles ne sont soutenues au départ, ces associations ne sont soutenues que par Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, et partout, on crache sur ces automobilistes qui osent protester parce qu'on augmente l'essence et on voit la patte de l'extrême droite partout. Malgré tout, après les premières manifestations le 17, le mouvement tient et le 24, il y a des manifestations massives dans toute la France, même si le régime en minimise le nombre, même si ces journalistes salissent les gilets jaunes. Le résultat est là, mais le 24 sur Paris, il y a de nombreux incidents. Chapitre 4, le coup de l'ultra-droite. Alors le coup vient de loin, il a commencé par un mec de la DGSI, Calzar, il a continué sur les gilets jaunes par Castaner, par Darmanin et par Griveaux qui nous ont fait le coup de la peste brune. Il a continué encore par Mélenchon qui nous a fait le coup d'une commission d'enquête parlementaire sur l'extrême droite, mais surtout pas sur les islamistes. Ils ont continué par Julien Drey sur un plateau de télévision qui a raconté que c'était les identitaires qui avaient provoqué les premiers incidents le 24, mais comme ils sont malins, les identitaires, ils ont mis le feu aux poudres et ils sont partis, laissant les malheureux gauchistes et les racailles se faire prendre. Et nous avons eu droit à la LICRA, qui elle-même nous a fait une grande conférence pour expliquer qu'il fallait radier les identitaires du paysage politique, donc les dissoudre. Chapitre 5, entre le 24 et le 1er, Macron a compris le message. Il s'adresse à la France un mardi et explique que face aux réponses des automobilistes qui disent c'est pas le tout mais on va payer combien l'essence, il faut sauver la planète et garder le cap. Il fait donc aux Français un véritable cours digne de la COP21 et ne répond absolument pas aux questions que se posent les gens estimant qu'on ne peut pas changer de cap. Bien évidemment, les gilets jaunes ne changent pas de cap et nous avons une nouvelle mi-temps dans toute la France et sur les Champs-Élysées qui se durcit. Sur les Champs-Élysées, nous avons 2 Frances. La France majoritaire, celle des gilets jaunes, celle qui est pacifique même si elle est déterminée, celle qui réclame la démission de Macron, celle qui chante la Marseillaise, celle qui affiche le drapeau bleu-blanc-rouge et celle qui protège naturellement la tombe du soldat inconnu d'éventuelles dégradations. Et puis nous avons celle des gauchistes et des racailles islamisés,
totalement protégés par le pouvoir, qui ont l'habitude d'agresser les policiers, voire de chercher à les tuer, qui ont l'habitude de vandaliser les centres-villes, qui ont l'habitude de se livrer à des scènes de pillage et qui, eux, ne sont pas du tout pointés par le pouvoir et qui bénéficient de la part des juges d'une impunité totale. Ce sont ces scènes de racailles et de gauchistes qui ont tagué dans un style totalement gauchiste l'Arc de Triomphe, exactement comme leurs copains de Nuit debout avaient taillé la statue de la République que nous avons vue à l'œuvre hier soir, et ce sont les mêmes racailles qui ont vandalisé totalement l'Arc de Triomphe et des œuvres d'art qui étaient dans le souterrain, où on peut d'ailleurs s'étonner que Castaner, Rantanplan et Nunez n'aient pas sécurisé des endroits pareils, totalement obnubilés par l'idée d'en découdre avec les Gilets jaunes. Chapitre 6, Macron revient d'Argentine. Rantanplan nous raconte que l'état d'urgence n'est pas à exclure et naturellement, dans tous les médias, on accuse les Gilets jaunes par leur comportement et par le fait qu'ils ont osé organiser une nouvelle manifestation dont ils n'auraient pas assuré le service d'ordre. On leur demande donc, on les accuse donc d'être responsables de tous ces incidents qui ont eu lieu. Naturellement, Castaner parle d'instituer un état d'urgence et naturellement, on s'interroge sur ce qui va se passer le 8 décembre. Conclusion, eh bien, c'est vrai qu'on les voit venir de très loin, c'est vrai que ces gens-là ont instrumentalisé totalement les casseurs et les gauchistes qui sont leurs milices pour discréditer un mouvement identitaire et populaire. Conclusion, je confirme, c'est vrai, Castaner et Macron, Rantanplan et Choupinet, on les voit vraiment venir de très loin avec leurs gros sabots.